Fadila Méhal, conseillère à la République En Marche de Paris. Fadila Méhal qui va revenir. Venez vous installer avec nous, Madame Méhal. La voici. De l'autre côté de la place Frédéric Mestjian. Je l'ai bien dit ? Medjian, pardonnez-moi, vous êtes gilet jaune et colistier du RIC, donc pour les prochaines élections européennes, et Jean Messia, membre du bureau national, Rassemblement national, délégué national aux études et argumentaires. Merci à tous les quatre d'être présents sur ce plateau. Peut-être un premier mot avec Fadila Méhal, qui donc représente la majorité sur ce plateau. Quel bilan tirez-vous de cette 19e journée de mobilisation ? Évidemment que c'était une journée test pour l'exécutif en termes de maintien de l'ordre et de sécurité. Ben oui, c'est une journée test puisque nous avons changé de séquence et qu'il a été demandé, je pense à l'instigation d'abord de tous ceux qui ont sévi et surtout tous ceux qui ont subi ces violences, et notamment à Paris. On a été extrêmement traumatisés par ça, et donc on a bien vu qu'aujourd'hui la fermeté, la tolérance zéro, eh bien, ça finit par payer. Et donc j'ai observé avec beaucoup d'attention en effet que tous les manifestants, les gilets jaunes de bonne foi, de bonne volonté, l'ont fait comme il est de leur devoir de remonter les revendications qui sont les leurs, et que en effet, quand il y a eu, je pense c'était ce matin, un moment où ils ont bifurqué de leur trajectoire, il y a eu un rappel à l'ordre par les forces de l'ordre notamment, et ça a été tout à fait accepté. Alors la seule crainte que nous avions tous, je pense, c'est les fins de parcours, puisque en effet c'est à ce moment-là qu'il y a des infiltrations de radicaux, et donc là ça s'est fait aussi d'une certaine façon, puisque je pense qu'à Paris on a eu plus de 60, mais les choses ont été maîtrisées. Donc nous sommes très très heureux tous, je crois, que la rupture ne soit pas faite et qu'il n'y ait pas eu très heureux, j'imagine qu'il n'y ait pas eu de débordement notable, pas forcément très heureux qu'il y ait une 19e semaine consécutive de mobilisation. Je me permets de lire dans vos pensées, madame. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. En tout cas, vous savez, chaque jour suffit sa peine. Et nous observons que tous les jours, tous les samedis, quand il y a ce rendez-vous social qui est très important, nous souhaitons qu'il se fasse le mieux possible. Alors c'est vrai que ces revendications ont donné lieu, en effet, à finalement un grand débat. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, parce que finalement, plus de 1 million de contributions. Il y a des bureaux municipaux qui ont été ouverts, des guichets qui ont été ouverts. Il y a une grande impatience envers les réponses, évidemment, à apporter. Voilà, et je pense que le temps est venu maintenant de décliner la demande. Et c'est pas parce que souvent on dit la revendication des Gilets jaunes, oui, bien sûr, mais bien au-delà des Français en général et des Parisiens, en tout cas pour ce qui me concerne, des Parisiens en particulier. Frédéric Mestjian, donc vous êtes gilet jaune, colistier du RIC. Votre lecture peut-être déjà de cette 19e journée de mobilisation et de ce que l'on vient d'entendre de la part de Madame Méhal. Mais je suis tout à fait d'accord avec Madame. Comme elle l'a dit, ça a été maîtrisé. Voilà, on a maîtrisé les citoyens. Après les avoir méprisés, on les a maîtrisés. C'est très bien. On n'a toujours pas de réponse politique. Madame a fait allusion au grand monologue. Très bien, on attend. Elle viendra. Oui, on attend, sauf que chaque jour coûte cher pour beaucoup de vos concitoyens, mais on attend encore un peu. Ça fait 40 ans qu'on attend, on peut attendre un petit peu plus. Monsieur Messia. Écoutez, moi je ne partage pas trop l'avis de Madame Méhal, qui est un petit peu dans l'autosatisfaction, on va dire. Je pense qu'on a affaire quand même à un mouvement qui est historique, une mobilisation qui dure depuis 4 mois. C'est un mouvement qui a montré son extrême résilience, son extrême adaptabilité. On a des hauts et des bas. C'est pas parce qu'un samedi il n'y a pas de violence que le samedi d'après il n'y en aura pas. Donc Dieu merci, aujourd'hui il n'y en a pas eu, tout le monde s'en félicite. Cela dit, c'est quand même au prix d'une bunkérisation de Paris. J'ai entendu le mot tout à l'heure sur votre plateau et je suis d'accord avec ça. C'est vrai que quand on interdit tout, forcément on a moins de problèmes. Bon, maintenant si vous voulez, le gouvernement est un peu tombé dans sa propre nasse. C'est-à-dire qu'il a voulu réduire le mouvement des Gilets jaunes à des problématiques et des considérations uniquement sécuritaires. Et il est tombé dans cette nasse à lui, c'est-à-dire que il y avait, alors je suis évidemment pas là pour prendre le parti de l'un ou l'autre, mais il y avait quand même une urgence de répondre à cette question sécuritaire après ce qui s'est passé le week-end dernier. Encore eût-il fallu qu'on n'arrive pas
à laisser faire ce qui s'est fait la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on voit bien, si vous voulez, que le gouvernement, depuis le début, essaye d'instrumentaliser la problématique sécuritaire pour réduire la question des gilets jaunes à une problématique sécuritaire pour éviter de répondre sur le fond qui est un fond politique. Or, le fond politique, c'est exactement ça qu'il faut aujourd'hui. Il faut une réponse politique. Nous avions, en tout cas Marine Le Pen, à plusieurs reprises, à proposer une solution de sortie de crise politique qui est la dissolution de l'Assemblée nationale, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, une solution anti-système, anti-je sais pas quoi. C'est l'article 12 de la Constitution. C'est une solution constitutionnelle qui a été maintes fois utilisée au cours de la Ve République, en tout cas en mai 68 et dans les grandes crises, ça a été utilisé. Là, c'est un mouvement qui ne s'est pas vu depuis 1830, avec encore, au bout de 4 mois, un soutien de près de 55% des Français. Alors, on est à 43%. On est à 43% désormais. Allez, je vous laisse aller au bout de votre phrase et je vais quand même saluer Esther Benbassa. Attendez, c'est un soutien qui reste massif parce qu'on parle quand même de 4 mois. Oui, mais on est à 43% aujourd'hui. Oui, mais ça reste. On était à 53%. Alors, je vais saluer Esther Benbassa qui arrive à l'instant sur ce plateau, sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. Je vous donne la parole dans un instant pour conclure ce premier tour de table. Je vous laisse finir, Monsieur Messia. Oui, donc je disais, c'est un mouvement qui est historique. Je veux dire, le mouvement n'a pas commencé la semaine dernière. Et on voit bien, si vous voulez, que le gouvernement n'a pas répondu. Il a d'abord répondu par les 10 milliards d'annonces en décembre. Ça n'a rien donné puisque la mobilisation a continué. Ensuite, il a ouvert cette espèce de parlotte où les ministres se rendent en bas de chemise dans des parcours balisés avec des personnes triées sur le volet. Ça n'a rien donné non plus. Et on voit bien que, si vous voulez, la rue, les Français, que ce soit d'ailleurs les Français qui sont dans la rue ou les Français qui sont derrière leur poste de télévision et qui soutiennent le mouvement, attendent des réponses politiques et ça ne saurait pas se réduire uniquement à 80 000 forces de l'ordre mobilisées. Alors, il y a encore quelques rares interpellations autour de la place de la République, mais la situation est maîtrisée. Esther Benbassa, donc vous venez de nous rejoindre. Peut-être une réponse pour conclure ce premier tour de table. Oui, écoutez, moi je rentre de la manifestation. Vous étiez en manifestation, j'allais vous le demander justement, parce que vous êtes de tous les samedis. Oui, j'étais à d'enfer aujourd'hui. C'était calme, bon enfant même. J'avais beaucoup de badauds aussi. La manifestation est partie à l'heure. Vous qui, je me permets de vous interrompre une seconde, vous qui êtes quasiment de toutes les manifestations depuis le début du mouvement, que 2. Vous n'avez manqué que 2 sur 19. Est-ce que vous voyez une évolution chaque semaine dans les profils, les revendications, la façon dont les gens appréhendent le regard qu'ils ont sur le gouvernement, les décisions à venir, le grand débat? Est-ce que vous voyez une évolution de semaine en semaine? Écoutez, moi je vois les mêmes personnes en gros, puisque je vais qu'aux manifestations déclarées. Parce qu'en tant qu'élu, je ne vais pas non plus aux manifestations un peu sauvages. Je vois que les gens ont les mêmes revendications. C'est vrai que ces dernières semaines, il y avait beaucoup plus de colère. On a eu un peu en décembre. Et puis là, de nouveau, depuis quelques semaines, on sent cette colère. Et je discute avec les gens. Ils vous disent... Mais oui, enfin moi je ne suis pas d'abord d'accord sur la dissolution de l'Assemblée, ce n'est pas une réponse. Il faut une réponse politique, répondre aux revendications de ces personnes. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui j'étais avec une dame qui est retraitée et qui m'a dit « je ne porte pas mon gilet jaune, mais je manifeste ». Et elle me disait « mais oui, c'est pour mes enfants, pour mes petits-enfants ». Pour leur bonheur, pour que demain, ils ne vivent pas la situation que je vis moi comme retraitée. Puis il y avait d'autres personnes qui me disaient, une infirmière, moi je rencontre aussi pas mal d'infirmières, institutrices, etc., qui me disaient « Ah ben écoutez, je suis très inquiète, il y a Parcoursup, etc. Est-ce que mes enfants pourront aller à l'université? Est-ce qu'ils seront reçus ?» Vous voyez, ça, c'est la partie, si vous voulez, de ces gens qui ont des préoccupations, mais en général, tous ils disent on ne peut pas s'arrêter à la violence, il faut pas que tout soit répressif. Nous avons des revendications. Nous voulons
un pouvoir d'achat meilleur. Nous voulons une détaxation des produits de première nécessité. Le RIC, certains parlent un peu de la dissolution de l'Assemblée où ils vous disent « Ah oui, Macron dehors, etc. » Mais ce n'est pas la majorité. Et puis, je leur ai posé la question sur les violences de la semaine dernière. Et c'était impressionnant. Il n'y avait pas du tout de mensonge. Ils vous disent « Oui, il y a certains qui ont exagéré. » Sous les lacrymos, nassés, les gens s'énervent, ils se sont joints aux casseurs. Ça, ils le disent. Et pour le pillage, moi j'ai entendu... Ils les dénoncent. Ils les dénoncent, tout en disant, mais oui, vous savez, c'est humain le pillage. C'est comme, on peut pas dire qu'un Français... C'est humain le pillage, je suis pas... Oui, non, mais pillage, quand je dis les gens qui sont servis, je ne parle pas du pillage, l'action de pillage, les gens qui sont servis. Oui, quand on trouve un porte-monnaie, il y a peu de Français qui vont au commissariat rendre le porte-monnaie. C'est pas une question de Français, c'est être humain. Mais écoutez, monsieur, laissez-moi finir, je vous ai pas arrêté. Vous laissez aller au bout, Madame Benbassa. Oui, les violences, beaucoup de ces gens que j'ai entendus, j'ai pas fait un questionnaire, ils dénoncent ces violences. Moi-même, je dénonce ces violences, je dénonce les pillages, je dénonce ce qui s'est passé, mais je dénonce en même temps la violence aussi de la part des forces de l'ordre. Quand vous regardez 224 blessures à la tête, 22 éborgnés, 5 mains arrachées, c'est aussi des dégâts humains. Il n'y a pas que les dégâts d'un côté, il y a les dégâts de l'autre côté, et puis ces casseurs. Moi, je me pose la question, pourquoi on ne les arrête pas à temps? Pourquoi on les a laissés faire la semaine dernière pour réduire le mouvement des Gilets jaunes seulement à la violence? Mais il y a une réponse politique à donner. Et tant qu'on ne donnera pas la réponse, même si le mouvement s'arrête, la crise politique et sociale est grave. Mais c'est laquelle? Alors, je vais juste donner la parole à Fadila Meal qui voulait répondre. Je vais juste corriger une petite bêtise que j'ai dit il y a un instant. On parlait des Français qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. Ils ne sont pas 43% comme j'ai dit, mais 46% très précisément depuis le lendemain du 16 mars. Madame. Oui, alors moi, 19e semaine, finalement, je souscris beaucoup à ce qui vient d'être dit par Esther Benbassa, parce que c'est du bon sens. Nous connaissons et nous avons vu, nous avons parlé avec des Gilets jaunes, et c'est vrai qu'au départ, il y avait une multiplicité de demandes, mais des demandes quotidiennes du pouvoir d'achat, parce que pendant 40 ans, il n'y a pas eu les réformes nécessaires. Pendant 40 ans, en effet, les choses n'avaient pas évolué de façon positive. Alors, la légitimité du gouvernement, c'est d'avoir été élu, du président de la République et d'avoir fait sa majorité. Donc cette légitimité, je le dis à mon vis-à-vis, elle est légitime. À partir de là... Jean Messia, qui est membre du Rassemblement National. On a l'impression qu'on fait le troisième tour. Mais non. Le troisième tour, les deux tours ont eu lieu. Et ça fait 2 ans, madame. La victoire a été sans conteste. Donc aujourd'hui... Il s'est passé des choses depuis 21 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va laisser madame terminer. On va laisser madame terminer, monsieur Messia. Monsieur Messia, on va laisser madame terminer. Vous serez le prochain à répondre. Oui, mais en pleine phrase, c'est inaudible pour nos téléspectateurs, malheureusement. Vous avez raison. Le dialogue que nous demandons avec les Gilets rouges, les Gilets jaunes... Oui, allez-y, ne mettez pas d'huile sur le feu, c'est pas nécessaire. Non, mais je dis simplement plusieurs choses qui ont été dites. Des réponses politiques. Chacun sait que cette question ne se résoudra pas par simplement... Mais elle est d'entre vos mains, la réponse politique, madame. Sécuritaire. Mais vous savez, c'est les mêmes qui nous disaient, en effet, que la loi anti-casseurs était une loi liberticide. Ce sont les mêmes qui nous disent aujourd'hui pourquoi vous n'êtes pas intervenu plus fortement la semaine dernière. Et là, je le dis de façon très franche. À partir de là, qu'est-ce qu'il en a été? Eh bien, la démarche qui a été mise, c'est d'abord, dans un premier temps, si j'ose dire, arrêter le feu et donc faire en sorte que le premier blocage par rapport à la taxe des carburants se fasse, par rapport à des points qui ont été pointés sur le pouvoir d'achat. 2 millions de Français ont obtenu les 450 € au mois de décembre, plus 1 million de plus par rapport à la prime d'activité. Donc il y a eu des petits pas, certes, mais le dialogue devait être réenclenché. Et j'observe qu'il y a beaucoup quand même, disons-le, de Gilets jaunes qui ont
en effet, non pas reculé, mais attendu que viennent les réformes. D'ailleurs, j'observe que dans beaucoup de manifestations, on a beaucoup parlé des retraités, on a beaucoup parlé des personnes âgées, on en voit moins aujourd'hui dans les... Ça ne veut pas dire que tout va bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des signes qui sont donnés. Je voudrais quand même terminer pour dire... allez-y, parce qu'on aimerait entendre encore d'autres qui se sont moins exprimés, et on va aller sur le terrain également. Pour la réponse politique, simplement. Il y a eu un grand débat. Certains disent c'est le grand blablabla. Moi, pour avoir assisté à ces débats qui se sont mis en place, non pas à l'initiative d'En Marche, mais des mairies elles-mêmes qui ont ouvert des bureaux, il y a eu plus de 2,9 millions de contributions, plus de 400 000 personnes qui ont contribué. Et donc à partir de là, où vous dites... Tout se passe à l'Assemblée et c'est l'Assemblée qui décide, où vous dites, vous ouvrez le débat à l'ensemble et là, monsieur, attendez qu'il y ait cette restitution. Jean Messia, Frédéric Mesjean, je veux vous entendre absolument répondre dans un instant, mais on va donner une priorité à ce qui se passe sur la place de la République. On pensait la place dispersée et le calme revenu, mais ça se tend de nouveau. On est en liaison avec notre reporter sur place. Oui, effectivement, ça se tend beaucoup une centaine de manifestants, un peu plus d'une centaine de manifestants qui sont ici sur cette place de la République et on les a tous vus courir d'un coup d'un côté de la place de la République jusqu'à l'autre et les forces de l'ordre qui ont été obligées de suivre et là ils ont fait le tour de cette petit groupe de manifestants qui sont ici sur la place de la République. Ils ont fait le tour pour nous forcer à retourner sur le centre de cette place de la République et il faut dire qu'il n'y a pas énormément de gilets jaunes ici, on en voit 3-4 pas plus, on voit que des personnes habillées en civil, certaines personnes sont cagoulées, d'autres non, mais la situation on sent qu'elle est électrique et qu'il ne suffirait pas de grand chose pour que des heurts éclatent et pour l'instant les forces de l'ordre qui se tiennent à distance des manifestants, vous le voyez certainement sur ces images qui quadrillent la place de la République et qui attendent de voir ce que les manifestants vont faire. Et pour l'instant, la situation est doucement en train de se tendre encore un peu plus. Et il faut dire qu'une demi-heure avant, le calme était revenu. Tous les manifestants étaient tenus à bonne distance de la place de la République et nous avons doucement cette place, les manifestants ont doucement réinvesti cette place de la République et tout de suite la situation qui est un peu confuse, il est difficile de savoir ce qu'il va se passer en tout état de cause. Les forces de l'ordre se tiennent, ils font un cordon autour de cette fameuse statue qui trône au milieu de la place de la République et pour l'instant la situation qui vient un tout petit peu de se tendre donc. Merci beaucoup, on reviendra vous voir évidemment. Pardon ? Dommage, oui, effectivement. Oui. Dommage parce que la journée s'est très bien passée à Paris jusque Sacré-Cœur. Jean Messia, je vous laisse répondre et je voudrais évidemment entendre Frédéric Mesjean par la suite. Alors juste une remarque circonstanciée, je pense que ce qui est en train de se passer là aujourd'hui avec le dispositif sécuritaire qui a été mis en place montre bien qu'en réalité, on a d'un côté le mouvement des Gilets jaunes et de l'autre côté les casseurs. Donc la stratégie du gouvernement qui a consisté à mêler les deux en permanence et à laisser faire en permanence pour associer les deux n'a pas fonctionné. Là, on a clairement une barrière étanche entre ce qui est Gilets jaunes et ce qui est casseurs. Il y a toujours vous entendez Non, il n'y a pas toujours eu. Non, pas dans la tête du gouvernement, madame. Écoutez les déclarations. Voilà. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Vraiment, on va essayer de penser aux gens qui nous regardent, dès qu'il y a plus d'une personne qui parle, c'est inaudible. Je constate que quand on me coupe la parole, elle trouve ça normal. Non, mais on va pas encore une fois. Allez-y. Peu importe. En plus, si vous voulez, là, pour le coup, il y a un truc qui m'étonne, c'est que madame représente, si je ne m'abuse, Madame Méal, vous représentez la majorité actuelle. Donc vous êtes dans une espèce de bulle en réalité parce que vous êtes là pour nous dire qu'il y a eu une solution politique qui a été donnée au mois de décembre avec les annonces, qu'il y a une autre solution politique qui a été donnée en janvier avec le démarrage du grand débat, mais je veux dire il y a quand même un principe de réalité qui s'impose. Vous voyez bien que pourquoi ces solutions politiques ont été avancées par le gouvernement, eh bien, ça n'a eu aucun effet, puisque la mobilisation persiste. Alors même si aujourd'hui, eu égard à l'ampleur du dispositif, la mobilisation est moindre, on a déjà vu
dans plusieurs samedis des mobilisations qui diminuaient pour repartir de plus belle le samedi d'après. Donc aujourd'hui, la faible mobilisation qui reste à prouver, parce que le chiffre des ministères de l'Intérieur, franchement, je ne sais pas où ils vont les chercher et on n'a pas d'autres chiffres pour contrebalancer comme il est d'usage. Donc je ne sais pas d'où viennent les 3500 ou les 10 000 ou 10 500 qu'ils avancent sur toute la France. Bon. Et puis ensuite, si vous voulez, quand j'entends Madame Benbassa parler, vous avez quand même appelé à voter Macron, soi-disant pour lutter contre la menace fasciste. Aujourd'hui, ah oui, mais aujourd'hui, non, mais attendez, laissez-moi terminer. S'il vous plaît. On n'est pas là pour des débats politiques non plus entre vous, parce que on peut pas. Non, attendez. On n'a pas voté pour vous, parce que si on votait pas Macron au deuxième tour, il y avait vous. Alors voilà. Oui, vous avez voté. On a voté pour le moins pire. Donc vous avez voté pour Macron. Jean Messia. Vous avez voté pour Macron pour éviter le chaos. Vous avez eu et Macron et le chaos. Donc non, mais si vous voulez, ça suffit. Mais là, de toute façon, c'est inaudible. Donc personne ne se fait entendre parmi vous puisque c'est inaudible. Les personnes, si vous voulez, qui se sont époumonées à mettre en place un pouvoir en 2017 et qui aujourd'hui viennent dire ah bah non c'est insupportable, on s'y attendait pas, etc. C'est insupportable. Insupportable. Est-ce qu'on essaie de penser à demain au lieu de rejeter les fautes sur les uns et les autres des 40 dernières années parce que des noms à jeter en pâture finalement en termes de gouvernance, il y en aurait pas mal sur ces 40 dernières années. C'est pas des noms à jeter en pâture. Je demande juste un petit peu de cohérence, un petit peu de logique. Bon, c'est tout. J'aimerais entendre Frédéric Mesjean qui s'est le moins exprimé sur ce plateau depuis 20 minutes maintenant. Votre regard sur cette mobilisation qui perdure depuis 19 semaines et puis ce qui est intéressant de voir avec vous également, c'est que vous êtes Gilets jaunes. On sait qu'il y a beaucoup de divisions au sein de ce mouvement quant à ceux qui souhaitent se politiser, comme c'est votre cas, on l'a bien compris puisque vous êtes sur la liste du RIC. Quelle est votre relation avec les Gilets jaunes qui sont dans la rue actuellement ? Depuis le début, on essaie de se concentrer sur ce qui nous rassemble et pas sur ce qui nous divise. Qu'est-ce qui vous rassemble ? Les revendications, le souci d'œuvrer pour le bien-être des Français. Je dirai un mot là-dessus après. Bien sûr. Le pouvoir d'achat, la justice fiscale, sociale. Je suis ravi que le Rassemblement national appelle à plus de cohérence. Ça me fait plaisir de l'entendre. Maintenant, moi, vous savez, les instances européennes se sont prononcées sur Déjà, pardon, je vous coupe, mais on vous découvre, et vous découvrez aussi la politique. Déjà, est-ce que vous vous situez sur un bord ou sur un autre ? Est-ce qu'il y a un parti politique qui est existant déjà, dont vous vous sentez le plus proche ? Ou est-ce que cette liste, elle ne veut pas... Alors, dites-moi. Le ralliement d'initiatives citoyennes. Oui, c'est tout. Rien d'autre. C'est tout. Vous ne sentez proche de rien. Et vous donnez un bord, plus à droite, plus à gauche, plus au centre ? Non, je pense qu'il y a de bonnes choses à prendre partout. D'accord. Moi, je suis anti-rien du tout et je ne suis pas le seul. Quand il y a de bonnes idées, on les prend. Il n'y a pas de souci, on refuse personne. Le problème, c'est que je n'ai pas l'impression que la majorité de nos élus œuvrent pour les Français. Je peux vous donner plein d'exemples. Non, mais je vous laisse poursuivre sur le propos initial. Donc, le propos initial... les instances européennes se sont prononcées sur la gestion de la crise et ont trouvé qu'il y avait beaucoup de répression. La réponse du gouvernement, ça a été d'augmenter des amendes, de modifier les cartouches de LBD qui étaient jugées trop molles. Ça fera plaisir à ceux qui s'en sont pris dans la figure. Et de mettre les militaires dans la rue. Bon. Les militaires qu'on n'a pas vus aujourd'hui, pour le coup. On n'a pas vu aujourd'hui, mais ils les ont mis quand même. Et ce qui est intéressant... Pour protéger les lieux publics. Oui, d'accord, c'est une première étape. Moi, j'ai pas mal d'amis dans la police. Et ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus d'arrêts maladie. Parce qu'il y a pas mal de fonctionnaires qui commencent à se rendre compte qu'en fait, ils sont les instruments d'un parti politique et plus de l'État français. Et il y a beaucoup de fonctionnaires qui refusent de répondre, d'obéir à des ordres qui sont jugés illégaux. Donc ça se fissure un petit peu du côté de la police, et ça, on n'en parle pas, mais c'est une réalité quand même. Ensuite, quand l'Europe demande de moins réprimer, donc on lui oppose ce genre de réponse. En revanche, quand l'Europe intime l'ordre à la France de prendre des mesures qui sont contre le pouvoir d'achat des Français, comme la privatisation des barrages hydroélectriques, qui sont des investissements amortis et rentables, là on cède tout de suite. Donc c'est ce genre d'exemple, moi, qui me gêne un petit peu. Je vous demandais votre rapport aux Gilets jaunes. Alors il y a de moins en moins d'opposition. Ouais, parce qu'on sait, on a encore entendu tout à l'heure Jérôme Rodriguez qui était à 17h en direct avec nous. On ne veut pas entendre parler de politique, nous ne sommes pas politisés. Voilà ce qu'ils nous disent. J'entends bien. Je pense que plus on avance, plus
un plus grand nombre de gilets jaunes se rend compte de l'intérêt de porter ce combat sur le terrain politique, parce qu'il n'y a que ça qui les fait bouger. Malheureusement, la seule chose que nos politiciens, dont le gouvernement a peur, c'est de perdre le pouvoir. Voilà, donc la manifestation de terrain, c'est super important, la mobilisation, il n'y a pas de souci, j'ai rien contre, mais je suis convaincu, et depuis un certain temps déjà, qu'il faut porter ça sur le champ politique. Esther Benbassa, on poursuit le tour de table, chacun veut s'exprimer et va s'exprimer. Écoutez, le mot politique, il n'est pas un mot tabou, c'est pas un gros mot. Non, mais pour beaucoup de gilets jaunes, ça l'est, madame. Oui. Pour beaucoup de... Et vous le savez mieux que moi, puisque vous êtes tous les week-ends sur le terrain. En même temps, quand on discute, on leur dit que la politique, c'est pas synonyme de tricherie, de magouille, etc. Et que la société s'améliore ou se détériore, n'est-ce pas, grâce aux politiques, et qu'il faut toujours prendre des décisions, et qu'aujourd'hui, quand on voit qu'il y avait dans la rue tant de membres des forces de l'ordre fatigués, épuisés depuis des semaines, et que la réponse qu'on donne, c'est 4000 membres des forces de l'ordre, sans compter les militaires, face à 3000 manifestants. Est-ce que vous pensez que c'est une réponse? Moi, quand je parle de réponse politique, je parle du concret. C'était une réponse au week-end dernier, madame. C'était une réponse à ce qui s'est passé le week-end dernier et que l'exécutif ne pouvait pas se permettre un nouveau 16 mars. Ça, vous le savez aussi. D'accord. Mais enfin, ce 16 mars, il faut quand même l'analyser davantage. Mais moi, je pense très sincèrement que le fait même que vous ayez, monsieur, avec d'autres gilets jaunes, créé un parti, c'est déjà un acte politique. Bien sûr. Oui. Hein, c'est pas un acte anodin. Tout à fait. Hein, c'est pas Boy Scout, on va... Tout à fait. Bon, alors, il n'y a pas, je crois, d'issue à ce mouvement et à ces revendications. Parce que s'il y a mouvement, c'est qu'il y a des revendications. Les gens ne viennent pas pour s'amuser dans les rues. Ils voyagent toute la nuit, ils arrivent à Paris, ils sont fatigués. Ce sont des gens qui travaillent et qui ne vivent pas des aides sociales. Hein, ça, c'est à dire quand même. Ce sont la majorité travaillent. Donc, ces gens-là, comment on peut répondre à ces gens-là? Par une réponse politique. Et eux, s'ils ne se politisent pas, politiser, c'est pas se dire, voici, voilà, je suis de droite, je suis d'extrême droite, etc. La politique, c'est large. C'est vrai que vous, votre mouvement et d'autres mouvements d'extrême droite ont infiltré... Mais on n'est pas d'extrême droite, madame. Voilà, vous êtes extrême gauche. Non, n'utilisez pas des mots... Vous êtes extrême gauche, d'accord. Bon, écoutez. Non. Pas de petites querelles politiques, s'il vous plaît. Élevons le débat, madame Benbassa, s'il vous plaît. Vous êtes au-dessus de ça. Ça ne vous ressemble pas. Bon, écoute, j'ai perdu le fil. Il n'y a plus de droite, de gauche. Oui, mais l'extrême droite a infiltré au départ les Gilets jaunes parce que la gauche n'a pas su comprendre vite et être réactive pour être avec les Gilets jaunes. Mais aujourd'hui, là, c'était le passé. Maintenant, les Gilets jaunes doivent s'organiser. Et moi, je pense personnellement, comme politique, que les municipales, c'est vraiment une sorte... Les européennes avant cela, hein. Et c'est pour les européennes que M. Mezjan est... de grands résultats. Vous êtes candidat aux européennes, hein? Si, mais je finis ma phrase. Politiquement, être sur les listes européennes, bon, c'est important, mais c'est pas primordial. Mais au niveau des municipales, les Gilets jaunes, en entrant dans les municipalités, dans les conseils municipaux, peuvent prendre leur destin, entre guillemets, entre leurs mains et faire des choses, agir et ne pas subir. Voilà. Frédéric Mezjan, je vous laisse répondre rapidement. Et Fadil Amel qui attend depuis un moment de s'exprimer. J'ai entendu ce que vous avez dit, Madame Benbassa, sur l'importance de se présenter aux élections européennes. Mais il ne vous aura pas échappé que nous appelons le ralliement de l'initiative citoyenne et que nous avons conservé l'acronyme RIC, qui rappelle le référendum d'initiative citoyenne. Qui n'a pas été du goût de tous les Gilets jaunes d'ailleurs. Oui, parce que c'est notre faute. On n'a pas assez communiqué sur le sujet. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une perte de confiance en cette classe politique. Ce que l'on propose, c'est de se placer en position d'incorruptibilité en demandant aux gens de voter. On fera des sondages, si vous voulez. Les eurodéputés devront voter oui ou non sur certaines questions. On préparera une commission chargée d'expliquer aux gens les enjeux de ce vote. Ils se prononceront, ils diront oui, on appuie sur oui. Ils diront non, on appuie sur non. Comme ça, plus de problème. D'accord. Voilà.
Très téléguidé par vos électeurs, finalement. Vos modalités vous appartiennent. Fadila Meal qui attendait de s'exprimer. Oui, tout simplement parce que comme j'ai été attaquée nommément représentante de la majorité, je voudrais quand même apporter quelques réponses à ceux qui finalement ont un discours à la fois populiste et démagogique. Alors à quoi faites-vous référence ? Parce que pour eux, le verre est toujours vide. Pourquoi ? Je m'explique. Il y a eu en effet ce mouvement social très très important. Nous y avons répondu dans un premier temps avec 10 milliards. Je pourrais égrener les mesures qui ont été prises. Ce n'est pas assez. Pour eux, ce n'est pas assez. Après, on s'est rendu compte que ce mouvement drainait, et nous faisons bien la différence entre les gilets jaunes et les casseurs, drainait des casseurs et qu'une réponse à la fois policière et sécuritaire devait avoir lieu. Je donne quelques exemples quand même. À Paris et en France en général, c'est près de 200 millions aujourd'hui qui ont été des charges supplémentaires. C'est 75 000 de personnes... 200 millions de dégâts selon la Fédération française de l'assurance. 75 000 personnes qui ont été mises au chômage à temps partiel. Et c'est 700 banques, mais là, vous allez me dire, c'est l'incarnation du grand capital. Donc c'est un peu normal. Donc, quand les réponses sécuritaires sont données, on dit, vous n'avez pas été assez ferme. Quand aujourd'hui, il y a eu en effet des dysfonctionnements dans le commandement qui ont été remis, eh bien, on nous dit finalement, non, la réponse, elle est politique. Oui, alors c'est vrai qu'à toutes les étapes, vous avez des réponses. Et il y a comme, je le dis, mais vraiment avec beaucoup de tristesse, comme une forme de jubilation que ça aille si mal dans notre pays. Pas du tout, non. Alors que dans notre période, dans notre histoire, il faut veiller à cette cohésion sociale. Il faut veiller. Ça fait 19 semaines que ça dure, madame. 19 semaines. Quand on a fait le fameux débat, puisqu'il y a eu tellement de contradictions par rapport aux demandes des uns et des autres, on a fait ce débat. Alors, c'est vrai que certains peuvent faire la moue, mais pour ceux qui y ont participé, je peux vous dire qu'il y avait exactement les mêmes revendications que vient de dire Madame Benbassa. Eh bien, on nous a dit c'est du blabla. C'est une usine à gaz, votre débat, madame. Que faut-il faire à part dissoudre et faire en sorte que le président s'en aille ? C'est la seule solution. Donc, non, le président s'en aille, non. C'est la seule solution. Non, ça a été dit. Oui, la seule solution, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà. Nous sommes des républicains. La dissolution, ce n'est pas une réponse. Frédéric Mesgian, ensuite. Madame, la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est l'article 12 de la Constitution. Je ne vais pas vous l'apprendre. Vous n'allez pas m'apprendre la Constitution. Ben si, vous dites que c'est pas républicain. Vous dites que c'est pas républicain. Surtout le m'engueuler. Monsieur Messia. Il y a deux choses, attendez. Monsieur Messia. Non, mais attendez. Oui, mais vous allez répondre. Il finit juste sa phrase. Il y a deux choses. Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est prévu par l'article 12 de la Constitution. Donc il n'y a rien de plus républicain que cela. C'est pas nous qui l'inventons. C'est marqué dans la Constitution de la Ve République. Alors que je vais m'adresser à la régie parce que je vois l'image de Christophe Castaner qui est en train de s'installer à son pupitre à l'hôtel de Beauvau. Est-ce qu'on peut me faire signe pour me dire si on entend ? A été appliqué à la lettre. Les mesures supplémentaires que nous avons proposées avec Laurent Nunez et que le Premier ministre, en lien avec le Président de la République, a validé cette semaine, ont été mises en œuvre. Les ordres au service de l'ordre étaient clairs. Mobilité, réactivité, dispersion immédiate de tout rassemblement dans les zones où les manifestations étaient interdites et interpellation rapide des responsables. Aujourd'hui, les bonnes consignes ont été bien appliquées et les résultats sont là. Toutes les manifestations déclarées, à Paris comme en région, ont pu se dérouler globalement dans le calme. Et les trop nombreuses tentatives de violence et de pillage ont pu être prévenues, empêchées, stoppées. Les manifestations de Gilets jaunes ont rassemblé 40 500 personnes sur l'ensemble du territoire français, dont 5 000 à Paris. Un dispositif adapté avait été mis en place. 65 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés, ainsi que 30 000 sapeurs-pompiers. En termes de maintien de l'ordre, je veux relever plusieurs points. Nous sommes parvenus à prévenir les débordements en privant les casseurs de leurs armes. Rien qu'à Paris, 8 545 contrôles préventifs ont été réalisés, dont 5 547 dans le périmètre interdit. Ils ont permis de saisir des armes et du matériel de protection. Dans toute la France, de nombreuses personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre alors même qu'elles tentaient de rejoindre Paris,
avec des battes de baseball, des projectiles, des lance-pierres, des billes, des masques à gaz, et surtout avec la volonté revendiquée de casser. Partout en France, où des périmètres d'interdiction de manifestation avaient été déclarés, nous nous sommes donné les moyens de le faire respecter. C'est le cas à Paris, où aucune manifestation n'a eu lieu sur les Champs-Élysées. 83 interpellations ont été réalisées. C'est le cas aussi à Nice ou à Bordeaux, où les personnes qui ont tenté de braver les arrêtés d'interdiction de manifestation ont été arrêtées et sanctionnées. À Nice, en particulier, 80 interpellations ont eu lieu. Concernant la manifestation qui s'est tenue à Paris entre Denfert-Rochereau et Montmartre, je rappelle qu'elle avait été déclarée et donc, de fait, autorisée. Elle s'est déroulée sans heurts notables. C'est une preuve nouvelle que le problème n'est pas la manifestation, mais bien les émeutiers et leurs complices. Dans quelques villes en région, des incidents toutefois ont eu lieu. Je pense en particulier à Lyon, à Lille et à Montpellier, où l'ordre a pu être rétabli rapidement et les individus les plus violents appréhendés. Ainsi, sur toute la France, 233 interpellations ont eu lieu. 107 personnes ont été verbalisées pour avoir tenté de prendre part à des rassemblements interdits. Et, à 17 h, 172 personnes avaient été placées en garde à vue. Je veux avoir une pensée particulière pour le policier victime d'un grave malaise cardiaque place de la République. Je suis évidemment sa situation de près. Je veux penser aussi à la manifestante blessée ce matin à Nice. Mesdames et messieurs, voici en quelques mots ce que l'on pouvait dire de la journée d'aujourd'hui. Je retiens que nos consignes de fermeté ont été respectées et qu'elles ont permis de maintenir l'ordre et d'éviter les débordements. Je voulais enfin remercier toutes les forces de sécurité intérieure, policiers, gendarmes, mais aussi sapeurs-pompiers, et aussi les personnels de la sécurité civile qui ont été exemplaires, réactifs et efficaces. Ils ont encore passé une journée éprouvante et ils nous ont encore montré qu'ils répondaient présents, toujours, pour la sécurité des Français. Nous restons vigilants, endurants et déterminés pour aujourd'hui, pour demain, pour les semaines qui viennent. Je vous remercie. Voilà pour cette prise de parole très ferme de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, accompagné, vous l'avez vu, de son secrétaire d'État Laurent Nunez. Satisfaction de la part de l'exécutif donc après cette journée de mobilisation. On rappelle les chiffres clés de la journée indiqués donc par Christophe Castaner. 40 500 personnes ont manifesté dans toute la France, dont 5 000 à Paris. L'ordre a été maintenu par 65 000 forces de l'ordre et à la fin de la journée, on note donc 233 interpellations en France, dont 83 dans la capitale. Esther Benbassa, vous vouliez intervenir? Oui, c'est une réponse qui concerne ce qu'a dit M. Castaner et Madame Méal. Ah oui, je la connais depuis... Fadila Méal. Voilà. Ce n'est pas qu'on demande plus de répression, que certains demandent plus de répression et d'autres moins. On se pose la question: pourquoi la semaine dernière on a laissé faire? Voilà la question. Et puis je suis étonnée, lors de son audition aussi au Sénat, M. Castaner et M. Nunez n'ont pas utilisé le mot de gilet jaune, et là non plus, on parle des émeutiers. Écoutez, les gens qui étaient dans la rue... Alors je vais reprendre exactement le propos parce que je l'ai noté. Le problème n'est pas la manifestation, mais les émeutiers. Voilà. Qu'est-ce que c'est les émeutiers? Alors monsieur Messiaen qui répondra après. Oui, mais allez-y. Si chacun veut s'exprimer. Essayez d'être concis. Voilà, je me permets de vous rappeler quand même. Écoutez, il nous reste 20 minutes et il y a encore pas mal de choses à dire. Si on considère que les gilets jaunes sont des émeutiers, c'est un problème. Il faut dire, il y a les gilets jaunes, il y a les casseurs. Vous ne croyez pas quand il dit le problème n'est pas les manifestations, là il parle des gilets jaunes, mais les émeutiers? Oui, mais monsieur, pas le mode de sémantique peut-être. Gilets jaunes, c'est pas sémantique, c'est symbolique. Oui, c'est vrai. Monsieur Messiaen, juste un mot là-dessus parce que, en l'occurrence, quand on parle de gilets jaunes, on a envie de se tourner un petit peu plus vers vous, forcément. Merci. Alors déjà, moi, si vous êtes tous de noir vêtus, hein, on le note aussi. Black bloc. Ouais, non, faut mieux pas, non. Ok. Donc,
moi j'ai une pensée pour la manifestante qui a été blessée et également pour le fonctionnaire. À Nice, une dame de 75 ans malaise et un policier qui a fait un malaise cardiaque place de la République. Et qu'ils vont bien tous Évidemment, on partage tous le même sentiment à ce propos. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi le matériel de protection qui donne lieu à interpellation dont M. Castaner parlait, on ne parle pas de coque de protection, on parle de petits masques en tissu et on parle de dosettes de sérum physiologique. Ça donne lieu à interpellation sur le terrain. Il faut juste le savoir. Maintenant, je voulais parler des réponses politiques de notre gouvernement qui a donné 10 milliards. C'est gentil, il a fait juste une avance sur le calendrier, mais c'est pas grave. Le problème, c'est qu'on manque d'argent. Parce que pour donner de l'argent aux gens, il faut en avoir. D'accord ? D'accord. Quand on cherche à privatiser les barrages hydroélectriques qui sont rentables ou qui rapportent de l'argent, et on sait qu'on va avoir une augmentation du coût de l'électricité, ça va impacter le pouvoir d'achat des Français. Alors là, on parlait de cohérence. Quand M. Macron contribue à privatiser Alcatel ou Alstom, pour le coup, il reste sur de la cohérence, puisque maintenant, c'est Engie qu'il est en train de privatiser en cachette. Les aéroports. Engie, ça va nous coûter cher. La Française des Jeux, qui est une machine à cash pour l'État, il est aussi en train de la vendre. Les aéroports. Aéroport de Paris, le vote, ça se fait un samedi matin à 5h30 du mat avec 40 députés. Franchement, ça, on n'informe pas les gens. On ne fait pas de référendum pour ces questions-là, parce que moi, j'aurais adoré que M. Macron interroge les Français pour savoir s'ils étaient prêts à laisser vendre le savoir-faire français ou des entreprises rentables à des sociétés étrangères. Ça va impacter le pouvoir d'achat. Ça va nous coûter cher et ça va empêcher le gouvernement de nous donner de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est un problème. Donc c'est ça vos réponses politiques. Je veux rebondir. Entre autres, la liste serait très longue. Donc ça, c'est les réponses politiques de M. Macron. Je veux rebondir. C'est vrai que la quasi-totalité de l'effort budgétaire qui a été fait pour les Gilets jaunes, c'est sur la dette. Donc en fait, l'espèce d'embellie artificielle de la croissance qu'on constate au premier trimestre, c'est juste pas le coup de piston budgétaire qui est uniquement fait sur la dette, puisque je suis d'accord avec ce que disait mon voisin, il n'y a absolument pas d'argent à donner, donc on s'endette. Je voudrais revenir au propos de Mme Benbassa sur l'infiltration du mouvement des Gilets jaunes au départ. Il faut que le téléspectateur comprenne que les Gilets jaunes au départ, c'est un peu le réveil du peuple central français, de cette France périphérique, de cette France des ronds-points, de cette France finalement pour lesquelles la citoyenneté ne donnait droit à rien, puisque sur les 40 dernières années, les mouvements qui sont ici représentés ont accordé des droits uniquement aux minorités et à des minorités si possible victimisées. La qualité de citoyen français ne donnait droit à rien. C'est pour ça, si vous voulez, qu'il y a une espèce... C'est pour ça, si vous voulez, qu'il y a une espèce... Alors, juste, on va mettre un petit peu d'ordre sur le plateau. Allez, monsieur Messia, faites très vite. Laissez-moi finir. Très vite. Laissez-moi finir. Et madame, c'est vrai que c'est madame Méal qui doit s'exprimer. S'il vous plaît. C'est inaudible. Monsieur Messia, terminez, s'il vous plaît, en 30 secondes. La citoyenneté française, c'est le réveil en fait du concept de citoyenneté française. Les gens veulent que dans la citoyenneté, il y ait des droits et des privilèges qui soient accordés aux citoyens français qui ne lui ont pas été accordés jusque-là. C'est le mouvement de la France périphérique, c'est pas un mouvement d'extrême droite, c'est le mouvement de la France périphérique, de cette France des oubliés, qui n'étaient pas infiltrés, parce que ce sont des gens qui effectivement votaient pour une petite moitié Rassemblement National, mais pas que. Et maintenant, dans les grandes agglomérations, le mouvement a été récupéré par l'extrême gauche, ou des tentatives de récupération par l'extrême gauche. Voilà ce qui se passe. Donc c'est pas une question de l'extrême droite ou d'ultra droite, etc. C'est le réveil d'un peuple. C'est ça qui gêne le gouvernement, à la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a des tentatives de criminalisation de ce mouvement des Gilets jaunes par le pouvoir. D'ailleurs, on voit que la mobilisation sécuritaire record avec des blindés dans Paris, enfin je ne sais pas si vous imaginez, n'a jamais été envoyé. Attendez, une telle mobilisation de forces sécuritaires avec des blindés n'ont jamais été envoyées dans les zones de non-droit françaises, où précisément il y a dans ces zones de non-droit des personnes qu'on laisse faire, qui sont des zones criminogènes, qui sont des zones parfois livrées à la radicalisation religieuse et contre lesquelles on n'envoie rien ni personne. Fadila Meal qui attend de s'exprimer, et je voudrais que la régie m'informe si on peut aller dans un instant place de la République pour voir ce qui se passe, parce que ça semble s'agiter un petit peu. Banaliser le propos, mais c'est vrai qu'on revoit de façon à plein jour maintenant cette obsession finalement que sont les banlieues, que sont les personnes issues de l'immigration. Donc je n'y répondrai pas parce que c'est un discours qui maintenant n'est plus entendu. Je voulais simplement revenir à la prestation de M. Castaner. J'ai retenu deux choses. La question de la fermeté. Je crois qu'aujourd'hui il est évident
évidence que cette question, en tout cas, le point de vue qui a été observé est tout à fait a été efficace. Et je réponds à notre amie la sénatrice, c'est quand elle dit pourquoi la semaine dernière ça n'était pas. Ça a été dit. Ça a été même dit de façon très platement, il y a eu des dysfonctionnements dans la chaîne de commandement. On prend acte. Et il y a un deuxième mot que je voudrais dire aussi, que j'ai entendu, c'est la question de la responsabilité. Et moi, je voudrais rendre hommage aux Gilets jaunes. On ne confond pas les Gilets jaunes et les émeutiers. Une grande responsabilité parce qu'ils savaient qu'aujourd'hui, ça serait un samedi... Pourquoi ils ne les citent pas, Christophe Castaner, quand ils prennent la parole ? Ils ont manifesté leur expression, leur revendication de façon pacifique et calme. Et que ça, donc ils ne les citent que quand ils ne sont pas pacifiques ? Mais les émeutiers ne le sont pas, bien sûr que non, mais je disais pourquoi est-ce que dans ces prises de parole, il ne dit pas le mot gilet jaune Excusez-moi. Au Sénat non plus. Au Sénat non plus. C'est pas un gros mot. On parle des effets, on pourrait s'occuper de la cause un instant. Si vous permettez. Allez au bout, madame. Donc sur la notion de responsabilité, puis il y a 3 mots qu'on n'a pas beaucoup évoqués, c'est la question de la vigilance. Parce que la vigilance, elle est du côté, bien évidemment, de la réponse politique qui sera apportée, mais elle est la vigilance par rapport aux partis qui aujourd'hui s'alimentent de cette crise pour tenir les propos qui sont tenus autour de cette table et sur lesquels tous les républicains devraient faire front. Mais nous sommes Frédéric Mesjean, ça va aller. Monsieur Mesjean, on va prendre la parole dans un instant. Je voudrais qu'on fasse un détour par la place de la République parce que ça se tend un petit peu. On retrouve notre reporter sur place. Que se passe-t-il ? Eh bien écoutez, vous l'entendez sûrement, les gens qui sont présents sur la place de la République sont en train de huer abondamment les forces de police qui sont présentes autour de la place de la République. Alors pour vous expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé, eh bien la situation était très calme, Il ne se passait absolument rien depuis, je dirais, une bonne trentaine de minutes quand un groupe de personnes a voulu investir la rue et bloquer la circulation. C'est à ce moment-là que les forces de l'ordre sont arrivées et ont mené une petite charge pour repousser les manifestants sur la place de la République. Des manifestants qui scandaient que la rue est à eux et qu'ils resteraient sur la place de la République. Donc voilà, ça s'est un petit peu tendu et là, les forces de l'ordre se sont mises un peu en retrait et la situation... On a l'impression que la situation pour le moment est en train de redescendre après avoir eu quelques mouvements. Voilà, donc des gens décident pour l'instant de rester et d'investir la place de la République. On ne sait pas trop exactement quelles en sont les raisons et ils n'ont pas l'intention de se laisser déloger par les forces de l'ordre. En plus, il y a la parité. Merci beaucoup. Donc voilà pour ce qui se passe sur la place de la République à presque 19h50, toujours sur l'antenne de CNews. On rappelle les chiffres de la mobilisation qui ont été donnés par le ministre de l'Intérieur il y a un instant lors de sa prise de parole place Beauvau. On est en hausse par rapport au week-end précédent, toujours selon les chiffres du ministère, puisqu'on était à 30 200 samedi dernier, 40 500 aujourd'hui, dont 5 000 à Paris. On note 233 interpellations dans toute la France pour une journée qualifiée de relativement calme et sans de graves heurts par le ministre de l'Intérieur. Non, monsieur Medjian qui voulait s'exprimer et Esther Benbassa ensuite. Sur les causes. Oui, là, tout ce dont on parle, ce sont des effets. Moi, je voudrais qu'on s'attarde quelques instants sur la cause. La cause, c'est la mauvaise gestion de l'économie du pays. C'est la vente du savoir-faire. C'est la vente des investissements rentables. Vous n'avez pas répondu là-dessus. Vous tentez une récupération, mais vous êtes le grand parti d'opposition. Vous avez fait quoi pour lutter contre ça ? Mais on n'a jamais été au pouvoir, mais monsieur. Vous n'avez même pas informé les gens. Informé les gens. Vous rigolez ou quoi ? Ah oui, non, on l'a informé. Donc vous êtes aussi complice. Non, maintenant, j'aimerais on recommence pas sur la cacophonie. On recommence pas sur la cacophonie. Monsieur Mesjian, on va laisser terminer Monsieur Mesjian. En disant, j'aimerais simplement que Madame Méal réponde sur ces questions. Vous avez répondu sur les mots de Monsieur Castaner. On a entendu. J'aimerais que vous justifiez ces privatisations. Engie, la Française des Jeux, Aéroport de Paris. Comment justifiez-vous ça
devant les Français. Fadila Meal. Écoutez, le moment venu, les choses... Non, mais il n'y a pas le moment venu, madame. Attendez, excusez-nous. On veut savoir, nous. C'est pour ça qu'il se passe ça tous les samedis. Combien de samedis encore? Mais si, je fais les questions, madame. Nous, on fait les questions tous les samedis, madame. Nous sommes invités aujourd'hui, s'il vous plaît. Vous parlez du fond. Le fond... Je parle des causes. Monsieur, le fond a été tranché. Il y a eu une élection en 2017. Il y a un mandat de 5 ans. Non mais Madame Meal, pour le coup là... C'était pas dans votre programme ça, madame. Il y a 20 mois sont passés depuis. Il est temps peut-être de passer... Parlons du présent, madame. Non mais j'ai pas envie de crier dans ce... Non, justement, si on pouvait éviter de crier... Je pense que... Allez-y. Non, mais ce que je veux dire, il sait très bien qu'aujourd'hui, nous sommes invités pour parler de quelque chose qui intéresse les Français. Au premier chef, c'est ce qui s'est passé avec la manifestation. Et donc, il y a eu une séquence sécuritaire qui a été très décriée, sur lesquelles, et moi je me suis engagée pour venir sur ce plateau pour expliquer les choses. Aujourd'hui, eh bien, il y a des conclusions qui sont assez positives. Je ne dis pas très positives. Pour le moment. Après, vous posez des questions de fond. Il nous appartiendra, dans un plateau qui concerne ces dossiers, de vous répondre et de répondre à l'ensemble de la nation. Parce que moi, je pourrais aussi vous interroger quelle politique de la ville vous voulez mener dans les banlieues, comment vous allez résoudre dans votre... mais est-ce que c'est l'objet? Il nous reste 5 minutes. On peut parler un peu de fond également, hein, madame. Moi, j'ai aucun problème. Vous profitiez de finalement de ces questions sur les causes pour, en effet, altérer les résultats de cette journée dont on doit tous se réjouir. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au-delà de cette journée, madame, au-delà de cette journée, on a envie de se projeter un petit peu, forcément. Parce que, bon, alors qu'est-ce qu'on dit? Rendez-vous samedi prochain, puis celui d'après. Forcément qu'on a envie de réponses politiques également, quand bien même le factuel nous importe. Dites-moi, je n'ai pas la réponse. Moi, je voudrais répondre aussi Esther Benbassa. Politique. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Nous avons voté contre toutes ces privatisations, etc. Enfin, c'était quand même les joyaux de la nation, les aéroports, les NJ, etc., etc. Bon, mais moi, je voudrais de nouveau revenir à cette réponse. Monsieur, vous avez raison. Tous les samedis, les gens ne vont pas manifester. Il faut à un moment donné qu'on donne des réponses de justice sociale et de justice économique. Alors, on a donné des miettes. En décembre, on s'est réunis la veille de Noël pour distribuer des miettes, 100 € pour le... 450. Non, attendez, laissez-moi finir. 100 € pour le SMIC. Non, mais 10 milliards d'efforts faits par le gouvernement. Alors, je vais vous dire une chose très simple. Il nous reste 2 minutes avant de partir en duplex et de changer de plateau. Donc, je vais vous demander, Mme Benbassa, de se faire assez court pour que chacun puisse dire un dernier mot. Écoutez, on ne sortira pas de cette crise s'il n'y a pas de réponse politique, pas des programmes politiques. Je n'ai pas dit des programmes, chacun vient, fait son programme, c'est formidable, tout va bien. Non. Si tout allait bien, les gens ne seraient pas dans la rue. On peut donner le CICE à des TPE, à des petites entreprises, à des PME. Enfin, on a donné aux grandes industries qui ne recrutent pas. Arrêtons un peu avec tout ça. Ne regardons pas en haut, regardons en bas. Le peuple souffre. Les gilets jaunes, c'est une manifestation de cette colère et de ce mal-être. Monsieur Messia, dans l'ordre, Monsieur Mesjean, et le dernier mot pour Fadila Meal. Je suis d'accord avec votre diagnostic. Il y a en France plus de 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Il y a une vraie souffrance. Je veux dire, les gens ne vont pas dans ce type de manif en risquant à chaque fois d'être blessés, voire d'être tués par plaisir. On voit bien qu'ils bravent tous les dangers. Même quand on leur annonce la venue des militaires, les gens se mobilisent quand même. Donc il y a une vraie souffrance. Cette souffrance, elle n'est pas tombée du ciel. Elle est quand même le fruit de 40 années de politique aveugle qui ne considère plus l'intérêt national de la France, mais qui considère que la France est le morceau d'un grand marché mondial dans lequel elle doit fusionner. On laisse partir les entreprises, on laisse partir les industries, on met les gens sur le carreau et on récolte aujourd'hui le fruit de ces politiques que tous ici, plus ou moins, ont soutenu pendant 40 années. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le strict maintien de l'ordre, je crois que moi j'ai eu des correspondants étrangers ce matin au téléphone, notamment de la presse arabophone, qui s'étonnent, si vous voulez, de l'image qu'on renvoie des Champs-Élysées avec cette cohorte de blindés, de voitures de police vidées de sa population, et qui nous disent, mais attendez, la France donne des leçons à la terre entière sur l'état policier, sur le droit du peuple à disposer de lui-même, sur le droit des manifestants, et eux-mêmes, ils appliquent chez eux ce qu'ils dénoncent par ailleurs. Donc je ne crois pas que l'image que la France a donnée aujourd'hui est une image positive à l'international. Frédéric Mesjean.
Ce que je retiens, c'est que la France est en train d'être bradée et que vous êtes incapable de justifier cette catastrophique politique économique qui va directement impacter le pouvoir d'achat des Français. Et ça, c'est la cause de ce qui se passe ici. C'est l'une des causes de ce qui se passe ici. Donc au lieu de parler des effets, interrogez-vous sur la cause. Et Madame Méal, merci Monsieur Mesjean d'avoir été concis. Vous êtes le seul à m'avoir écouté. Merci de cette vision très catastrophique. Moi, je... Non, on laisse finir. Je vous ai laissé parler, c'est ça aussi le dialogue. C'est de pouvoir s'écouter. D'abord, je ne vais pas refaire la litanie des indicateurs. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'INSEE, c'est souvent le monde économique. Le chômage a baissé. Il n'avait pas baissé depuis je suis combien d'années. Les entreprises vont mieux. Et c'est vrai que nous avons un parti pris qui a été accepté par la majorité des Français lors de l'élection. C'était pas dans le programme, madame. Qui a été de dire il faut d'abord développer pour redistribuer. Et donc, nous sommes dans cette phase... Le ruissellement. Non, mais vous y mettez pas, Madame Benbassa, s'il vous plaît. Alors, moi, je parle avec bonne foi et vraiment avec sincérité. Et je vous demandais de conclure. Non, mais oui, mais vous les avez laissés développer. Chacun a eu 35-40 secondes. Je dis simplement que vous pouvez distribuer ce que vous n'avez pas. Je ne sais pas si c'est une gestion de bon père de famille. Donc, nous sommes dans cette séquence où nous essayons de rebooster l'économie. Alors après, avec des choix qui peuvent être faits, mais les élections européennes et les élections qui vont arriver seront un bon critère de jugement des Français. Et nous pensons que pour cela, il faut redistribuer une fois que la croissance est repartie. Et notre soirée spéciale consacrée à ce 19e week-end de mobilisation se poursuit évidemment sur CNews. Je vous remercie tous les quatre d'avoir été mes invités. Vous n'avez pas été facile à maîtriser, mais ça s'est bien passé quand même. On va retrouver Nelly Denac pour la suite de l'information avec de nouveaux invités dans un instant. Le temps pour nous de faire un nouveau détour par la place de la République parce que ça s'agite encore sur cette place parisienne. Quelle est la situation ?